Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Alors aujourd'hui, avec mon invité, on va parler d'acquisition, acquisition client, notamment dans l'univers B2B. Bonjour Julia Cam. Bonjour Gilles. Alors Julia, donc vous êtes Head of Marketing à HubSpot France. Alors je rappelle, vous allez pouvoir me préciser, me corriger si ce que je dis n'est pas exact. Donc, HubSpot, c'est une suite logicielle qui s'adresse aux équipes marketing et commerciales, qui est un des leaders dans le monde. Je dirais peut-être après Salesforce, vous me corrigerez si je me trompe. Je- Et donc, évidemment, vous avez une vision très, je dirais, très précise. Vous avez beaucoup d'analyses de données sur, effectivement, comment se passent les tunnels, je dirais, de vente, notamment dans l'univers B2B. C'est pour ça qu'on voulait avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Alors, Julien, on espère qu'on sort d'une crise sanitaire importante. Euh, comment les commerciaux, justement, s'en sont sortis? Comment les équipes commerciales et marketing s'en sont sortis? Alors, juste une petite différence. HubSpot, c'est une plateforme CRM pour les équipes marketing et commerciales et de service client. Donc, c'est vraiment des outils et des logiciels optimisés pour faciliter en fait les collaborations en interne et la vision du client. Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Euh, Effectivement, on espère qu'on sort de la crise. Ce qui est pour moi est important, c'est de savoir qu'on va pas retourner au monde d'avant. Les changements qui ont été opérés cette année vont s'installer. Donc c'est pas tant une question de reprise que vraiment de s'adapter aux nouvelles modalités de vente. Et donc pour les équipes commerciales, de renouveler un peu leur façon de prospecter pour encore une fois atteindre leurs objectifs. Alors j'en profite pour dire bonjour, bonjour Eve, bonjour Jérôme, bonjour Thomas, bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions à Julia. Donc vous avez mené des études, vous avez interrogé en fait les commerciaux. Vous faites d'ailleurs de nombreuses études à HubSpot que je recommande. Elles sont toujours très très intéressantes, beaucoup très documentées, beaucoup de données, la possibilité d'interroger beaucoup de monde. Euh, et vous me disiez en préparant ce live que les femmes s'en sont mieux sorties que les hommes. Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'effectivement, le côté traditionnel de la prospection, donc le commercial qui allait aller chez le client, passer 3 heures à présenter le produit, à avoir des déjeuners ensemble. Donc ça, bien évidemment, s'est arrêté pendant la crise et prend un petit peu de temps à se remettre en place. Par contre, les femmes, effectivement, étaient beaucoup plus à l'aise à prospecter en ligne en utilisant des outils CRM, leurs emails, mais également LinkedIn qui est très important pour la prospection. Donc il y a eu une nouvelle égalité qui est revenue, et ce qui est bien évidemment très important. Il y a aussi bon, les femmes en général vont pouvoir être un petit peu plus efficaces en multitâche, ce qui a été vraiment nécessaire en 2020. Donc ça a été effectivement la nouvelle positive de notre étude. Alors, bonjour France qui nous dit hello la team de choc. France travaille chez EY. Donc justement, dans cet univers B2B, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va changer maintenant dans l'acquisition, notamment je dirais dans l'univers B2B? Qu'est-ce qui va être différent après la crise, avant? Alors, je peux peut-être donner un exemple. Avant la crise, on faisait beaucoup de calls. On essayait de démarcher en fait au téléphone. Maintenant, les gens sont massivement en télétravail, ils reviennent progressivement, mais ils vont pas être à temps plein dans les locaux. Donc ça, par exemple, le cold call, ça va bouger, ça va plus exister, en tout cas pas dans la même dimension. Comment vous voyez les choses, vous, à HubSpot? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a quand même 85% des consommateurs qui vont faire des recherches en amont, qui vont prendre une décision d'achat en fonction de ce qu'ils vont trouver. Donc, c'est pas forcément rentable pour les représentants commerciaux de consacrer leur temps à faire du cold code et d'expliquer leurs solutions, plutôt qu'effectivement de cultiver des relations un peu plus personnalisé, de fournir aux prospects des informations un petit peu plus personnelles. Donc, pas tant d'aller matraquer et de brasser large, mais plutôt de voir effectivement ces prospects qui sont arrivés sur le site
via différents canaux, et de savoir ce prospect est arrivé sur notre site parce qu'il avait telle problématique, telle question, et du coup de se rappeler à son bon souvenir avec une communication qui va être plus pertinente. Et auquel cas, c'est pas forcément l'appel en premier qui va marcher, mais ça peut être de faire des petites vidéos, des séquences aussi d'emailing bien segmentées, qui va encore permettre d'affiner un petit peu ses communications et du coup d'avoir une expérience vraiment plus positive avec le prospect. Mais alors, qui fait ça? Qui fait ça? C'est le commercial? C'est l'équipe marketing? Comment ça se passe? Très, très bonne question. C'est vrai que chez HubSpot, on parle du cercle vertueux. Le cercle vertueux de l'expérience client, c'est l'alignement des équipes marketing, commercial et de service client. C'est-à-dire vraiment de sortir de cette manière de travailler qui est très silotée, de se dire le marketing va juste faire les campagnes, ensuite le commercial les récupère et le SAV va prendre en charge les questions des clients. D'avoir une vision à 360 en fait du prospect, de l'utilisateur, du client. Ça va permettre aux équipes commerciales de comprendre tiens, cette campagne marketing en fait qui a été faite, mettons un livre blanc ou un webinar, en fait a intéressé ce prospect. Donc moi je vais me rappeler à son bon souvenir avec ce même message et ce contenu, et vice versa. C'est aussi aux équipes commerciales d'aider les équipes marketing à construire du contenu, encore une fois, qui est pertinent. C'est-à-dire que cette connaissance du prospect que va avoir l'équipe commerciale est bien évidemment très importante pour les équipes marketing pour, encore une fois, créer du contenu qui fait mouche. Alors, on parle beaucoup de l'alignement marketing vente depuis pas mal de temps maintenant, depuis 2-3 ans, et effectivement, il y a une accélération après la crise sanitaire. Mais la réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que on a l'impression que dans l'univers des startups, ça s'est fait. Ça s'est fait via notamment le gros hacking. Qui embarque quelquefois d'ailleurs des compétences marketing, qui dilue d'ailleurs un peu, on le voit, la notion de marque est un peu diluée dans ces organisations. En revanche, dans les grands groupes, enfin en tout cas, je ne sais pas quelle est votre vision, Julia, mais on a l'impression que ça a plus de mal à se mettre en place, cet alignement marketing. Donc, est-ce que c'est une incantation, ou est-ce que c'est déjà une réalité, ou en tout cas, comment on peut faire pour y aller si ce n'est pas la réalité, quoi? En fait, dès qu'on va se retrouver dans des entreprises avec des tailles assez conséquentes, on sait que tous les process internes vont être beaucoup plus laborieux. En fait, une grande entreprise va pas forcément avoir cette agilité d'une start-up qui va pouvoir changer les objectifs de ses équipes d'une semaine à l'autre. Et donc, on a aussi tendance à avoir un petit peu cette culture de repousser un petit peu l'innovation, les nouveautés, et de rester dans le status quo. Moi, c'est je fais ça et je vais pas faire autre chose. Et effectivement, quand on a vu l'année dernière ces nuances de travail qui ont été vraiment changées, soit on était vraiment positif par rapport à ça et on se disait voilà, s'il y a un changement, je vais collaborer de manière différente avec les équipes. Et on a vu effectivement pour les grands groupes, c'était plus laborieux. Il y avait aussi bien évidemment le problème d'outils et d'infrastructures. Une PME en moyenne, c'est d'utiliser une pile technologique de 70 outils. Et ça va en grandissant au fur et à mesure que l'entreprise est grande. Donc, bien évidemment qu'il y a des problèmes entre les équipes. Le service client va utiliser telle chose, le marketing, d'autres outils. Et du coup, il y a une vraie fiction en interne. Et il y a parfois aussi des petits combats en disant non, moi j'ai cette donnée, c'est celle-ci qui est vraie, et non, moi j'ai celle-ci. Donc, effectivement, ce qu'on dit toujours à nos clients, surtout pour les grands comptes, c'est en interne, d'essayer de mettre un terme à ces frictions avec des outils qui vont être faciles à adopter. Ça, c'est très important. Et s'assurer, bien évidemment, qu'on va accompagner les équipes dans l'éducation pour manier ces outils. Alors, on va revenir sur les outils. C'est effectivement important. J'aurais des questions à vous poser là-dessus. Mais peut-être, si on reste sur l'organisation, l'alignement marketing, vente, etc., est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'organisation quand même? D'organisation au sens que on voit par exemple arriver les Chief Revenue Officer, par exemple en France, ce qu'on appelle RevOps, je crois, aux États-Unis.
Est-ce que donc qui ont une vision un petit peu 360 et qui regardent effectivement l'efficacité des campagnes marketing en termes de vente et d'acquisition, etc. Est-ce que vous avez des recommandations là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui marchent et que vous pouvez partager en fait à l'audience? Donc oui, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez HubSpot. On a lancé notre nouveau logiciel qui est le Operation Hub. Donc vraiment pour mettre en avant les RevOps, on est parti du postulat que on n'a pas vraiment la traduction française. Le RevOps, qu'est-ce que c'est une personne qui va être en charge des revenus. Pour être en charge des revenus, c'est d'avoir accès à la donnée pour effectivement bien affiner tous les funnels d'attribution et de pouvoir dire en temps et en heure le retour sur investissement d'une campagne. Alors déjà, on est parti du postulat que c'est pas forcément que pour une équipe marketing. Il faut ces personnes faut qu'elles soient dans les équipes, de savoir pour les équipes commerciales, vraiment au jour le jour, le retour sur investissement d'une campagne de prospection. Pareil pour le marketing et le service client. Et on a voulu vraiment mettre en lumière ce nouveau rôle et d'expliquer que, en général, ces personnes vont être vraiment noyées par un flot de données, par beaucoup d'emails qui vont arriver à la fin du mois, à la fin du trimestre, en disant fais-moi un rapport sur ça, c'est pour le PDG, c'est pour le VP, etc. Et de se dire non, comment on arrive effectivement à redonner la part belle à ce rôle et surtout de les mettre vraiment en partie prenante des équipes. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour des petites équipes, pour des startups. Et en fait, dans les grands groupes, ce qu'on voit, c'est que réussir à adopter ça et à faire comprendre à chaque équipe, c'est pas un policier du revenu, mais c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour vous accompagner et effectivement vous permettre aux équipes, vous restez focalisés sur vos objectifs et cette personne va vous accompagner et va vous montrer tous les jours, voilà, cette campagne de prospection, en fait, elle ne rapporte rien. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment, en regardant la donnée, on peut créer de meilleures séquences? Et encore une fois, de ramener la donnée, pas juste à un rapport à la fin du mois ou à la fin de l'année, mais que ce soit là tous les jours. Et pour l'équipe exécutive, c'est tout bénef. C'est pas le boss des deux équipes. Hein. Non, c'est une collaboration. C'est voilà, une personne qui a le nez dans les chiffres en fait et qui analyse en fait Exactement. l'efficacité de Ouais. l'ensemble des leviers d'acquisition. Bon, on les voit pas beaucoup en France. Ça va arriver, on le pense. En fait, on part du postulat que oui, ce rôle, on l'a pas encore, mais on sait bien évidemment que cette fonction, ces responsabilités, elles sont déjà présentes. Vous allez les retrouver chez les managers commerciaux, les managers marketing, et c'est passé énormément de temps via des tableaux de bord, différents outils de reporting, et surtout 3 millions de fichiers Excel. Il y a rien de pire qu'un fichier Excel. Donc, comment effectivement, Alors, encore une fois, accélérer ouais. Comment accélérer? Comment accélérer, ouais. En préparant ce live, vous m'avez parlé aussi du deuxième sujet qui vous tenait à cœur, c'est l'automatisation. Alors, j'ai regardé un petit peu, effectivement, et dans vos études notamment, on constate que vous avez mené une étude en fait en septembre-octobre l'année dernière. Vous avez interrogé beaucoup de commerciaux. On constate que parmi ceux qui ont atteint leur objectif, 61%, pardon, excusez-moi, on va le faire autrement. Parmi ceux qui automatisent en fait leur cycle de vente, en partie, 61% ont atteint leur objectif, alors qu'ils ne sont que 46% parmi ceux qui n'automatisent rien. Autrement dit, si on automatise, on a plus de chances d'atteindre ses objectifs, donc évidemment de générer plus de ventes et plus de leads si on lit bien votre étude, auprès d'un certain nombre de directeurs commerciaux qui a été menée donc en septembre-octobre de 2020, donc tout récemment. Alors, évidemment, ça donne à penser que le marketing automation, ça marche. Est-ce que ça va marcher sur le long terme? Est-ce qu'il n'y a pas un côté feu de paille? C'est-à-dire, en fait, il y a aussi un agacement qui peut exister quand on reçoit des mails, qu'on est en permanence targeté par différents mails. Moi, j'en ai encore reçu un ce matin. Dernier mail que je vous envoie, j'ai rien demandé sur une solution qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, est-ce que, voilà, comment vous voyez les choses sur justement l'avenir du marketing automation dans un contexte de vente B2B? Alors,
pour moi, le marketing automation va prendre encore plus d'ampleur. Pour un petit retour historique, HubSpot, les fondateurs d'HubSpot ont créé la notion de méthodologie inbound. C'était vraiment en 2006, à partir du postulat que la manière dont les entreprises en B2B communiquaient avec leurs prospects, en fait, n'était pas bonne et qu'il fallait repenser la manière d'interagir. Vous couplez à ça, bien évidemment, l'accélération du numérique qui a pris encore plus d'ampleur l'année dernière. Donc, il y a beaucoup plus de bruit, beaucoup plus d'emails, ne serait-ce que l'année dernière, ont été envoyés. On reçoit énormément de choses. Vous couplez à ça aussi des email providers qui vont aussi bloquer. Il y a beaucoup plus de flags en spam, etc. Donc, comment on sort du bruit? Et en fait, c'est pas tant matraquer que d'affiner ses communications. Le plus important, c'est quoi? C'est d'envoyer le bon message au bon moment et via le canal de prédilection de la personne que vous allez vouloir cibler. Donc, en partant de ça, le marketing automation, qui en plus, il y a marketing, mais c'est vraiment pour les commerciaux, c'est vraiment de se dire, en fonction de la manière dont ce prospect a interagi avec moi, et encore une fois, il n'y a plus les appels à froid, donc on va partir du postulat que cette personne, elle a eu une interaction avec mon produit, en ligne vraisemblablement, via Google ou des campagnes d'ad ou peut-être même dans le métro, ça arrive bien évidemment, et de se dire, donc il a eu cette première connaissance de mon produit et comment moi je me rappelle à son bon souvenir. Donc bien évidemment qu'un email non personnalisé, non segmenté, qui reste très basique, ça va créer de la friction. Il faut plus voir ce que je disais au début, de se dire, ah tiens, cette personne est arrivée à moi en posant une question sur une problématique ou en s'intéressant à une partie de ce produit. Donc, le commercial va pouvoir réengager cette personne avec ce qu'on appelle les séquences, le marketing automation, des emails très ciblés, très personnalisés en fonction de la manière dont le prospect a déjà interagi avec nous. Donc, bien évidemment, c'est automatisé avec des plans séquences, mais en étant très intelligent, en utilisant l'intelligence artificielle. Ouais. Je veux essayer justement de bien vous comprendre. Et au passage, je dis en fait à l'audience, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous utilisez le marketing automation? Comment vous l'utilisez? Ça nous intéresse. Mais là, ce que vous dites, c'est que ça peut être efficace quand un prospect a déjà fait un premier pas vers la société, où on sait que qu'il est en train de rechercher quelque chose de particulier. En revanche, est-ce qu'à contrario, c'est inefficace dans une logique de prospection à froid? Alors, c'est pas moins efficace. C'est-à-dire, si vous avez la prospection à froid, c'est que vous faites votre travail de prospection, ce qui marche de moins en moins, c'est vrai, c'est quand même en général de matraquer quand le prospect ne vous a rien demandé. En général, de recevoir un coup de fil d'un commercial pour un produit dont vous avez jamais entendu parler, en général, ça crée de la friction. Mais ce qui est important, c'est de se dire, quand vous ramenez en fait cette prospection, cette personne, vous l'avez dans un tableau de bord. Encore une fois, on sort des fichiers Excel. En général, on a un outil qui va permettre ensuite des communications beaucoup plus personnalisées. Si vous avez eu ce premier appel, vous avez idéalement pu en apprendre un petit peu plus sur les problématiques de ce prospect, et c'est là où vous allez pouvoir affiner vos communications derrière en disant, vous m'avez parlé de cette problématique avec votre entreprise. Je vous envoie ce livre blanc qui peut vous apporter quelques informations, pas forcément que sur le produit. C'est vraiment là où il faut faire attention, mais plus encore une fois de se dire, ce sont les problèmes de ces entreprises et nous, on crée du contenu qui va vous aider à accélérer votre croissance. In fine, bien évidemment, vous allez vouloir vendre votre solution, mais arrêtez d'être dans vraiment cette démarche de vente directe et apprendre un peu plus de son prospect, de l'entreprise, et de se dire, peut-être que c'est pas maintenant, que c'est pas pour eux. La solution, ils vont pas l'acheter dans un mois. Ça veut pas dire que dans 6 mois ou dans un an, ils vont pas changer d'avis. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous restez focalisé sur une expérience vraiment positive en leur apportant des réponses, du contenu, en leur donnant quelque chose. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, en call à froid ou non, ça peut toujours marcher, mais bien évidemment, quand cet utilisateur ou ce prospect, c'est pas forcément qu'il s'est intéressé à votre produit, c'est qu'il a fait une démarche d'en apprendre plus sur une problématique qu'il avait ou sur une solution qui pourrait être importante. C'est là
le rôle de l'entreprise, des commerciaux, des équipes marketing, de s'assurer que l'entreprise elle va être présente quand cette personne va poser cette question, parce qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est bien évidemment les moteurs de recherche, les publicités en ligne, mais aussi toute cette question de contenu en organique qui va être vraiment pertinent pour cette audience. Qui fait les séquences? C'est le marketing ou le commercial? Mais les deux. Les deux, les deux C'est-à-dire, ensemble. faut voir le parcours client, il n'est plus linéaire. Le client, le prospect peut arriver à vous via différents canaux. Donc, c'est plus s'inquiéter de ce cercle vertueux qui va être comment j'attire la bonne audience, comment j'interagis avec elle et comment je la fidélise. Et là, encore une fois, le marketing va faire des campagnes pour attirer, ou bien évidemment, vous allez arriver sur votre site via, mettons, une publicité Google ou via votre blog parce que vous êtes très bon en organique. Et à ce moment-là, vous allez donner quelque chose, vous intéresser, mettons, au SEO ou marketing automation. Vous faites cette recherche sur Google, vous allez arriver sur un article blog, vous allez arriver sur un webinar, vous arrivez sur le site, vous créez un formulaire, vous leur donnez quelque chose, en retour, vous demandez des informations. Et ensuite, comment vous allez interagir avec cette personne? C'est là où vous allez envoyer des séquences. Vous allez faire ce qu'on appelle, nous, un vrai nurturing. Et à ce moment-là, quand ce prospect va devenir vraiment une lead qualifiée, ça va être repris par les équipes commerciales qui vont elles-mêmes créer leurs propres séquences avec du contenu encore plus ciblé. D'accord. Alors, il y a France, justement, qui est dans le train, et on lui souhaite un bon voyage, et qui nous demande si, effectivement, l'idée de cette personnalisation des emails sur différents canaux, notamment, est facilement déployable sur des prestations intellectuelles complexes. C'est-à-dire, en fait, effectivement, dans le cas d'un cabinet de conseil, on n'est pas dans effectivement la vente d'un produit qu'on bien identifié, on est sur un accompagnement de conseil. Donc, est-ce que là où on est sur quelque chose qui est vraiment de service vraiment très tailor-made et haut de gamme, est-ce que on peut effectivement, est-ce que ça peut fonctionner, l'acquisition et cette automatisation pour ce type de produit, enfin, d'offre? Alors, je trouve que c'est une très très bonne question et je pense toujours, en fait, il y a toujours un compromis. Tout ne doit pas être en libre service, c'est-à-dire que vous allez proposer quelque chose, donc bien évidemment, en retour, vous attendez, voilà, que ce soit, je sais pas quel est votre modèle de business, France, mais ça va être la question, qu'est-ce que vous voulez avoir, vos objectifs de vente, quels sont-ils, quels sont vos indicateurs? Mais ce qu'il faut toujours, c'est asseoir son expertise et son autorité. Donc à ce moment-là, par exemple, prenez le blog. Vous allez pouvoir écrire du contenu qui peut rester un petit peu plus généraliste, qui va permettre d'asseoir votre autorité sur tel ou tel sujet. Et ensuite, vous allez avoir construire vos gros rapports, que là, vous n'allez pas donner en libre service, mais vous aurez déjà réussi à appâter, c'est-à-dire à montrer à cette personne, il y a une vraie connaissance, ce que je vois sur le blog ou sur un webinar. Et ensuite, effectivement, je veux en apprendre plus. Je vais vouloir faire l'acquisition de ce rapport parce que j'ai confiance. Et c'est là où, bien évidemment, vous allez créer, en fonction de votre business model, ce qu'on va appeler le paywall. Mais toujours, d'abord, l'autorité, c'est important. Montrer que vous êtes un expert. Et là, bien évidemment, qu'il va falloir donner avant de vouloir prendre. Et ça, c'est une stratégie de contenu qui est très importante. L'awareness, et puis effectivement. Voilà. On va parler un instant du social selling. Est-ce que le commercial doit devenir un marketeur? On sait qu'ils doivent travailler ensemble, mais est-ce qu'ils doivent devenir un marketeur? Concrètement, est-ce que le commercial doit maintenant, urgent, apprendre à faire des vidéos efficaces avec un vrai contenu intéressant qui va intéresser son audience, etc., pour pouvoir déclencher après derrière des conversations plus naturelles et que le prospect finalement ait une connaissance de la personne avec qui il va parler avant de parler avec elle, plutôt que ce soit un commercial qui ne connaît pas, enfin juste un nom et une fonction. Alors oui, je pense que le social selling c'est très important dans l'univers de la prospection. Donc bien évidemment, d'une part, c'est aux équipes marketing d'accompagner les commerciaux, ça c'est très important, c'est-à-dire dans le B2B surtout, les équipes marketing doivent aussi être au service des commerciaux, c'est-à-dire de les accompagner, d'affiner leur stratégie, de les
voilà, de leur donner des astuces pour bien parler, pour faire des vidéos qui vont être impactantes. On l'a vu quand on a parlé des séquences, en fait, d'envoyer des vidéos assez courte qui explique la solution en rapide en fonction de l'industrie, du client à laquelle on va parler. Ça, c'est très important. Donc, savoir faire un script, bien évidemment que ça va aider. En plus, le social selling, c'est aussi se mettre en avant. Encore une fois, ça va être facile maintenant d'avoir l'information. Voilà, ouais. Et donc, mettre en avant en fait le commercial, c'est ce côté humain, c'est cette personne qui va accompagner, qui va pouvoir répondre aux questions. C'est aussi important, encore une fois, d'avoir cette confiance. Et effectivement, plus son profil sur les réseaux sociaux va être affiné et pertinent, plus ça va aider le commercial, in fine, à nouer des relations un petit peu plus pérennes avec ses prospects. Donc, pour moi, c'est très important. Mais le marketeur n'est-il pas non plus un commercial qui ne veut pas se nover? Mais complètement. C'est très très bien formulé. Effectivement, encore une fois, on a des équipes marketing, des équipes commerciales, des équipes service client. Il faut arrêter de penser en silo et l'expérience client, c'est ce qui est le plus important. Donc, plutôt retourner ça par rapport à quelle audience, quel prospect et comment les équipes et la valeur ajoutée de chaque équipe, en collaborant ensemble, va permettre d'affiner ces relations. Donc oui, un marketeur, c'est un commercial. Après, l'équipe marketing, dans cet alignement marketing sales, on a tendance à la voir comme au service du commercial. Et je pense, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, qu'il y a quand même un boulot hyper important à faire au niveau de l'équipe marketing, c'est de travailler la marque, tout simplement, parce que la marque, c'est le shortcut mémoriel qui permet en fait aux gens qui n'ont peut-être pas un besoin aujourd'hui, mais demain auront peut-être besoin de vos services, de se rappeler de ce que vous proposez, de la valeur de ce que vous proposez, et éventuellement revenir vers vous. Donc et ça c'est quand même dans le giron de l'équipe marketing. Donc cet alignement marketing-vente va souvent avec des discussions finalement aussi de chapelle un petit peu. Donc, et pour moi, en fait, la solution, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler l'attribution, c'est-à-dire de pouvoir montrer qu'en fait, une campagne marketing a permis de clôturer une vente. Et en fait, on pensait toujours, voilà, les indicateurs clés des équipes marketing, c'est le trafic, la conversion sur le site via les CTA, etc. Et ensuite, c'est le commercial qui va gérer les deals. Et on se rend compte effectivement que la grande différence, c'est encore une fois quand on pense à attirer, comme le commercial, on part du postulat qu'il est plus dans le col à froid, il faut que les équipes marketing lui amènent la bonne audience, donc vraiment d'affiner des campagnes marketing pertinentes qui vont répondre aux problématiques pour qu'en plus le commercial puisse vraiment faire son travail. Et c'est travailler main dans la main ensemble. Et là, effectivement, bien évidemment qu'en interne, c'est important de s'assurer que des collaborations vont être positives. Et pour répondre à ce LinkedIn user qui demandait effectivement les solutions fragmentées qui n'apportent pas une vue d'ensemble claire de leurs clients, la solution, c'est effectivement l'expérience client, l'alignement entre équipes. La pierre angulaire, c'est un CRM. C'est un CRM qui a une vision à 360 de l'utilisateur, du prospect et du client. Et c'est la même donnée pour toutes les équipes. Et à partir de là, ça va déjà affiner énormément les frictions. Et en fait, le commercial et le marketeur vont pouvoir travailler ensemble, de voir ce client, c'est ce qu'il a fait, comment il est arrivé à nous, comment on interagit, et d'affiner ensemble plutôt que se dire ça c'est mon problème, ça c'est ton problème. Alors, j'allais venir justement aux outils. Alors, on parle de Stag maintenant. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme outil dans la besace pour réussir l'acquisition? Il faut, encore une fois, le CRM, un outil de gestion de la relation client, des logiciels performants. Bien évidemment que c'est important. Je ne suis pas là pour faire la pub d'HubSpot, mais c'est nous aussi, on l'utilise. On sait que pour nos clients, c'est vraiment nécessaire. On a vu aussi, en 2020, les entreprises ont été inégales face à la crise, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui étaient déjà, qui avaient bien entamé leur transition numérique, des équipes commerciales qui prospectaient déjà en ligne, et on a eu des entreprises qui avaient jamais fait en fait de communication en numérique, qui ont dû faire l'acquisition d'un outil assez rapidement. Nous, ce qu'on sait, et là où le bas blesse, c'est que vous allez avoir des gros logiciels bien connus, des logiciels hérités en fait, qui
On a cité déjà des vous l'avez cité au début, mais qui vont effectivement être très puissants, mais aussi difficiles d'utilisation. Et ça, encore plus avec ce qui s'est passé en 2020, on a eu besoin de mettre en place en fait des fonctionnalités en interne qui allaient être vraiment faciles d'adoption. Il n'y a rien de pire que d'avoir un outil et d'utiliser, mais même pas 60% des fonctionnalités de votre outil. Si vous avez des équipes qui passent du temps à essayer de comprendre comment ça marche et du coup travaillent pas en fonction de leurs objectifs. Donc le plus important, c'est vraiment la puissance, mais aussi d'avoir des plateformes évolutives. On dit toujours à nos clients, en fait, il faut pas essayer de tout faire quand on va être dans cette notion de prospection, par exemple en B2B. Ça veut pas dire du jour au lendemain d'être sous tous les canaux sociaux, d'envoyer des campagnes partout. C'est de comprendre mon audience, elle est où, quels sont les outils, les canons de prédilection de mon audience, et d'être là au bon endroit. Et encore une fois, de se rappeler à elle via les canaux de prédilection de cette audience. Donc, effectivement, d'avoir des outils, un CRM et des logiciels performants, ça permet encore une fois de voir le retour sur investissement, de voir tout l'historique d'interaction du client et d'affiner du coup les communications. Alors, si on fait la liste, le CRM, l'outil de prévision, il y a de plus en plus d'outils qui aussi qualifient les prospects potentiels d'ici finalement, on devine qu'ils sont dans une phase potentielle d'achat, les outils qui existent, pas forcément tous les citer, enfin on va pas les citer. Donc les outils de visio, le mail évidemment, les outils de séquence, donc de marketing automation. Si on, des fonctionnalités qui devraient être présentes dans votre CRM et dans votre logiciel de vente. C'est le B.A.-ba. Ouais. C'est B.A.-ba. Donc là, on a compris que c'était le cas pour HubSpot. Et puis, bien sûr, LinkedIn, qui est bien évidemment B2B, qui est effectivement extrêmement important. Moi, juste pour terminer, parce qu'on est déjà un peu en train de déborder, mais c'est vraiment hyper intéressant. J'ai 2 questions à vous poser. À propos de HubSpot, comment vous générez les leads? on les génère via encore une fois le cercle vertueux, c'est-à-dire un vrai alignement entre les équipes et bien évidemment plus de la majorité des leads en fait vont être générés par le marketing, c'est-à-dire encore une fois de créer du contenu et des campagnes vraiment pertinentes qui vont amener le prospect à nous et qui vont permettre aux équipes commerciales ensuite de faire du vrai nurturing. Donc, c'est tout un processus vraiment très ciblé, une campagne marketing, de donner encore une fois quelque chose à cette personne qui arrive sur notre site, le livre blanc, de faire un webinar en fonction des problématiques du moment, pour encore une fois les 3 équipes, marketing, service client et les équipes commerciales. À partir de ça, si vous inscrivez sur un webinar ou si vous téléchargez un livre blanc ou un gros rapport que vous auriez trouvé via notre blog, en échange, on vous demande des informations. C'est un formulaire auquel vous répondez avec bien évidemment… on n'a rien sans rien. Hein. On n'a rien sans rien. À partir de là, vous allez encore avoir une équipe, c'est ce qu'on appelle l'équipe automation, qui va à ce moment-là affiner, personnaliser encore plus les communications pour vraiment cibler et de comprendre les besoins de cette personne. Et quand ce qu'on va appeler donc ces leads deviennent des leads qualifiés, c'est là où elles sont prêtes pour être prises en charge par un commercial qui va à son tour créer une communication encore plus ciblée, encore plus segmentée et donc du coup beaucoup plus positive. Et ça se termine pas là parce que bien évidemment une vente va être clôturée. Et là, vous allez avoir tout un accompagnement avec les équipes Customer Success qui prennent en charge l'onboarding, c'est-à-dire prendre en main l'outil et surtout d'accompagner, de répondre aux questions et aux besoins et de s'assurer, encore une fois, c'est le plus important, on n'est pas là que pour vendre un logiciel chez HubSpot, on veut s'assurer qu'on participe de la croissance des entreprises, qu'on évolue avec elles en fonction de leurs besoins et on essaye d'être très sensible à l'adoption. S'assurer que les équipes utilisent bien l'outil. Quelle est la part d'organique et la part de paid dans la génération de lead? Alors, je ne peux pas donner les chiffres exacts parce que sinon, je vais avoir des problèmes, mais je peux vous dire que HubSpot, la part organique est bien évidemment la plus importante. HubSpot, c'est pas qu'un produit. HubSpot, c'est une expertise. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement pour vendre notre produit. On veut accompagner les entreprises quelle que soit leur taille ou leurs industries, et donc du coup de leur donner du contenu qui est pertinent. Et le contenu en organique, c'est ce qui plaît aussi et c'est ce qui marche très bien pour nous.
Donc, votre choix à HubSpot, c'est effectivement d'avoir, votre choix, ça a été de mettre en place des politiques assez denses justement d'inbound, etc., Tout à fait. de contenu pour que l'organique prenne vraiment le pas sur l'achat que vous pouvez faire via du SIA, via du LinkedIn Paid, via tous ces leviers. Et c'était pas tant juste pour dire on veut payer moins et avoir plus pour l'organique. C'était encore une fois d'avoir une stratégie. La stratégie inbound, c'est de dire d'avoir le bon contenu au bon moment, en fait, pas tant de matraquer, mais de créer du contenu qui va attirer, c'est-à-dire en créant le meilleur contenu, une vraie expertise, en renouvellement, en vraiment, voilà, créant un contenu qui est au fait de ce qui se passe en ce moment, ça permet effectivement d'avoir des prospects qui viennent à nous plutôt que l'inverse. Et donc, bien évidemment, qu'en retour, on voit que l'organique marche très bien pour nous. Alors, une toute dernière question. Quelle est la taille justement de votre équipe contenu, si on prend la France, par exemple? La France, elle est un petit peu plus petite que les équipes commerciales, bien évidemment, mais on est en France une vingtaine à peu près, Une juste pour vingtaine la de France, personnes? sachant que c'est Pour le beaucoup contenu. plus important. Ouais. Juste pour D'accord. le contenu, encore une fois, sur tout le funnel marketing, comme je vous l'ai expliqué. Donc, le marketing de la demande, la stratégie de contenu, la présence Ouais. sur les réseaux sociaux, SEO, etc. Je parlais de la production de contenu, en fait. Si on regarde juste la production de contenu Mmh, pour voir un petit peu, parce que c'est une question qu'on a souvent, qu'on nous pose ouais. souvent. Alors, en fait, ce qu'il faut dans votre équipe, il vous faut des stratèges de contenu avec des managers SEO, donc vraiment comprendre les problématiques. Ensuite, vous n'avez pas besoin de produire tout le contenu en interne. Vous travaillez avec des agences de production de Ah, c'est contenu une bonne idée. qui travaillent très bien. Il vous faut, mais vraiment en interne, ce qu'il faut savoir faire, c'est un bon brief. C'est-à-dire vraiment de savoir c'est ce qu'on veut et ensuite vous travaillez avec de multiples agences. Et pour nous, c'est ce qui fonctionne bien. Voilà, donc il y a Lorraine qui vous remercie pour cette intervention Ouais, et qui vous pose justement la question, est-ce que vous voilà. faites du contenu en interne? Vous venez de répondre. Merci beaucoup, Julia. Agence freelance, tout à fait, Lorraine. C'est ce qu'on fait. Voilà, les deux. On a fait un large tour. Merci beaucoup, Julia. C'était un pour, plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres lives. On essaie de le faire le jeudi à 11h30, pas tous les jeudis, mais souvent. Merci beaucoup, Julia. À très bientôt. Bonne Au revoir. journée à toutes et tous. Au revoir.